Débuter avec C# 5. Comment utiliser les structures de contrôle en C#? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Débuter avec C#. Je suis Marc et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental pour tous les développeurs, les structures de contrôle en C#. Imaginez votre code comme une route avec plusieurs chemins possibles. Sans structure de contrôle, votre programme suivrait toujours le même chemin, du haut vers le bas sans jamais dévier. Pas très excitant, n'est-ce pas? Les structures de contrôle jouent le rôle de panneaux de signalisation permettant à votre programme de prendre des décisions, de répéter des actions et de créer des logiques complexes. Avant de commencer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tous mes tutoriels sur C# et .NET. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce qu'une structure de contrôle? Les structures de contrôle sont des événements de syntaxe qui déterminent l'ordre d'exécution des instructions dans ton programme C#. Nous avons trois principaux structures de contrôle. La première catégorie, c'est les structures conditionnelles. Parmi ces structures-là, nous avons le if, le if-else et le switch. Deuxième catégorie, nous avons les boucles. Parmi les boucles, on retrouve la boucle for, while, for each et do while. Et la troisième catégorie, ce sont les instructions de saut. Parmi ces instructions, nous avons le break, le continue et le return. Dans la suite de la vidéo, nous allons décortiquer chacune de ces catégories et à quoi elles servent. Toutes ces structures de contrôle nous permettent de créer des programmes dynamiques qui s'adaptent aux différentes situations. On pourrait illustrer cela par un code qui réfléchit et s'adapte à chaque contexte. Avant de continuer, créons un petit projet et expliquons chaque structure de contrôle. Pour créer mon projet, je tape la commande .NET New Console. J'ai déjà la commande qui est là, mais je renomme mon projet. Je vais l'appeler structure contrôle. Je rentre dans le dossier, je fais cd, str, je fais tabulation, code, espace point. Alors j'ai mon programme, je vais l'exécuter pour voir s'il s'exécute correctement. Je peux cliquer directement sur ce bouton et il exécute mon projet. Ok, mon programme s'exécute correctement. Hello World. Et c'est bon. La première catégorie dont nous allons parler, c'est les structures conditionnelles. La première structure sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est la structure if et if-else. Cette structure fonctionne comme une question simple. Si cette condition est vraie, fais ceci, sinon fais cela. Voici la syntaxe pour utiliser la condition if. Ici, mon code est en rouge parce que cette variable, telle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, n'est pas déclarée. Si je pointe dessus, the name condition does not exist in the current context. Donc, elle n'est pas déclarée. C'est pour ça que j'ai ce warning-là, ou cette erreur. Ça, c'est la première partie de la condition. Ensuite, je rajoute la deuxième partie, qui est le else. Je vais fermer ou réduire ma console. Ici aussi, je vais réduire cette partie. Donc, voici la structure complète de cette condition, la condition if. Donc, if, on met la condition. Si la condition est respectée, on exécute le code ici dans ce bloc. Sinon, on exécute le code dans le bloc suivant. Imaginons un peu un videur à l'entrée d'une boîte de nuit qui vérifie l'âge des clients. Si vous avez 18 ans ou plus, vous rentrez. Sinon, vous ne rentrez pas. Il vous laisse dehors. Vous ne rentrez pas. Donc, prenons un exemple concret et voyons comment ça fonctionne. Dans mon programme, je vide tout ceci et j'ajoute un nouveau code. Ce code dit quoi? Je déclare une variable de type int. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, je mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description. Si vous ne savez pas ce que c'est que des variables, vous pourrez aller regarder ma vidéo précédente. Donc ici, nous déclarons une variable âge et initialisons cette variable avec 17. Donc par défaut, lorsque le système ou l'application va démarrer, le mot âge ici, qui est une variable, va prendre la valeur 17. La condition, c'est quoi? Lorsque on exécute le programme, arrivé à la ligne 3, il vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18. Si oui, la personne est majeure. Comme je l'ai dit tantôt dans mon exemple, tant que vous n'avez pas 18 ans, vous ne rentrez pas en boîte de nuit. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, oui, vous êtes majeur, accès autorisé. Sinon, vous êtes mineur et l'accès est non autorisé. Exécutons ce premier programme et voyons comment il se comporte. Je clique sur le bouton Play ici et je patiente. On a ici accès refusé parce que la personne ou le client qui veut rentrer dans la boîte de nuit n'a pas encore 18 ans. Je modifie cette valeur en mettant 21 et je réexécute mon programme. Ici, j'avais vous êtes mineur, accès refusé et maintenant j'ai vous êtes majeur, accès autorisé. Donc, voici comment on utilise la structure de contrôle if, else. Lorsqu'on a affaire à des situations plus complexes, il est possible d'utiliser if, else et refaire un if dans le else. Donc, ça s'appelle if, else, if. Voici un exemple. J'efface tout ce qu'il y a ici
et je remets un nouveau code. Alors, dans ce code, qu'est-ce qui se passe? Je déclare une variable de type int toujours que j'initialise à 85, une note à 85, et on compare cette note à certaines valeurs. La première valeur, c'est 90. On vérifie, est-ce que la note est supérieure ou égale à 90? Si oui, si cette condition est vérifiée, on lit ce code-là. Sinon, on ne rentre pas directement dans la condition, dans la dernière condition, la condition par défaut. On rentre dans un autre if. Sinon, si cette note-là, est-ce qu'elle est supérieure à 80, on affiche un message. Un autre contrôle, else if, la note est supérieure à 70, on affiche un autre message. Et maintenant, on a notre dernière condition par défaut. Si toutes les conditions plus hautes ne sont pas respectées, le else, on affiche un message. Testons cette valeur. Ici, j'ai combien? J'ai 85. Je remonte un peu ma console et je refais exécuter. Je patiente quand il compile. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Très bien. Qu'est-ce qu'on a comme note? On a la note 85. Très bien. Et où? Et ici. Donc, 85 n'est pas supérieur à 90. Il saute cette partie. Il vérifie, est-ce que 85 est supérieur à 88? C'est supérieur, donc il rentre dans cette partie-là. Notre code s'arrête ici lorsque la condition est respectée et le programme s'arrête. Le programme ne continue plus à travers les autres blocs, juste parce qu'une condition a été respectée et on s'arrête là. Voici comment fonctionne la structure de contrôle if. Faisons un autre essai. Je vais mettre ici 100 et j'exécute. Excellent. Excellent se retrouve ici. Est-ce que la note est supérieure à 90? Oui. Alors, j'affiche ce message, le message excellent. Je vais mettre une note un peu plus basse. On va mettre 30. Je refais exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il m'affiche? Le dernier message, c'est « Vous pouvez faire mieux ». Donc, qu'est-ce qu'on voit? 30 n'est pas supérieur à 90, il saute. 30 n'est pas supérieur à 80, il saute. 30 n'est pas supérieur à 70, il saute. Et il rentre dans la condition par défaut. Si les autres conditions plus hautes ne sont pas respectées, c'est la condition par défaut qui sera exécutée. Toujours dans les structures de contrôle, précisément dans les structures conditionnelles, parlons du switch. La structure de contrôle switch. Supposons maintenant que nous voulions traiter plusieurs cas différents basés sur une seule valeur. Le switch est parfait pour cela. Voici la syntaxe du switch. On écrit le mot-clé switch, on ouvre les parenthèses et on met la condition. Et à l'intérieur, on écrit case, la valeur à tester. Je vais mettre valeur, 2 points. Et l'instruction à exécuter. Je mets un commentaire ici, instruction, et le mot-clé break avec point virgule. Instruction ici avec point virgule, bien sûr. Donc, voici la syntaxe. Et c'est pareil. Suivant la valeur, si la valeur est respectée, on exécute le code ici. Le break permet de sortir de cette instruction-là. Et par défaut, si aucune des valeurs n'est respectée, on mettra la valeur par défaut à lire. Donc, prenons un exemple. Dans mon exemple, j'initialise un entier ici, jour, avec la valeur 3. Et l'objectif, c'est quoi? C'est lorsque l'utilisateur saisit une certaine valeur, on lui dise le jour de la semaine sur laquelle on peut le positionner. Dans la semaine, on a des valeurs, on a des jours connus de 1 à 7, donc du lundi au dimanche. En fonction du nombre saisi par l'utilisateur, on lui affiche le jour correspondant. Le 1 correspond à lundi jusqu'à dimanche. Ici, j'ai que 3 valeurs, on va s'arrêter à mercredi. Et s'il saisit une autre valeur qui n'est pas dans mes valeurs déjà prévues ici, on va lui afficher jour invalide. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de tester. J'efface ma console avec CLS. Ensuite, j'exécute mon programme. Donc, je tombe sur mercredi parce que j'ai mis jour égal à 3. Donc, switch, jour, il teste pour voir est-ce que cette valeur-là est égale à une valeur parmi mes différents cas à l'intérieur de ma structure. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bloc, allez regarder ma vidéo sur comment écrire son premier programme en C#. Donc, dans ce bloc, j'ai 3 cas, 1, 2 et 3 cas. Si ces 3 cas ne sont pas respectés, alors j'exécute le cas par défaut. Je change le nombre de jours et je réexécute. Alors, je viens de tester avec la valeur 9 et on se rend compte que j'ai le message jour invalide. Voici comment utiliser la structure de contrôle switch pour pouvoir tester. L'avantage, c'est que on teste une et une seule valeur en même temps. Ça veut dire qu'on vérifie une valeur qui est passée et si cette valeur correspond au cas que nous avons défini dans le corps de la structure de contrôle, on exécute un certain nombre d'instructions. Arrêtons-nous un instant sur le mot-clé break. Le mot-clé break est crucial ici. Il indique que l'exécution doit sortir du switch après avoir traité un cas. Sans lui, l'exécution continuerait au cas suivant. Mais généralement, lorsqu'on retire les mots-clés break
dans les cas suivants, le compilateur n'accepte pas. Il reconnaît directement les erreurs de syntaxe et nous oblige à les corriger avant même que le programme ne commence à compiler pour détecter les d'autres erreurs. À présent, passons à la deuxième catégorie des structures de contrôle, les boucles. La première boucle dont nous allons parler ici, c'est la boucle for. La boucle for est idéale quand vous savez exactement combien de fois vous voulez répéter une action. Je te montre la syntaxe. Alors ici, on utilise le mot-clé for, on ouvre la parenthèse et on définit une première variable, on l'initialise à la valeur de départ. Et à partir de cette valeur de départ-là, on boucle avec ici, à la fin, on a i++, ça veut dire i plus 1. À chaque fois, on va boucler sur une itération et on va boucler sur une certaine longueur. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on connaît la taille ou la longueur sur laquelle on va exécuter une même action. Prenons un exemple. Dans mon exemple, à la ligne 5, j'envoie un message à l'utilisateur pour lui dire il y a un compte à rebours qui démarre et je commence à décrémenter mon compte à rebours. La première valeur ici, elle est de 10. J'initialise ma valeur à 10 et ma condition, il faut que cette valeur que j'ai initialisée soit supérieure à 0. Tant qu'elle est supérieure à 0, je continue à exécuter le contenu de ma boucle et je décrémente ici. Dans ma syntaxe, j'avais montré tout à l'heure qu'on pouvait faire plutôt une incrémentation, mais dans ce cas d'exemple, dans ce cas typique, on fera une décrémentation. Les deux marchent. On peut parcourir en allant de l'avant ou parcourir en régressant. Mon exemple ici va commencer par m'afficher 10 et va décrémenter d'une unité jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Et lorsqu'on sera égal à 0, la condition ne sera plus respectée. I ne sera plus supérieur à 0 et on sortira de la boucle et on aura le mot-clé décollage qui va s'afficher. Exécutons ce programme pour voir le résultat. J'efface le contenu et je clique sur mon bouton. Je patiente. Alors, je vois que mon compte à rebours, comme je l'ai dit, le compte à rebours s'est affiché et a commencé à décrémenter de 10 jusqu'à 1. 1 reste toujours supérieur à 0. Et lorsque la valeur sera égale à 0, on sortira directement de la boucle. C'est pourquoi je n'ai pas la valeur 0. Mais si je mets égal, supérieur ou égal et je réexécute, je vois que ma valeur 0 aussi s'est affichée. Donc, revenons à notre exemple précédent. Enlève mon égal. Mon compte à rebours a débuté à partir de 10, 9, 8 jusqu'à 1. Et à 1, on affiche le message décollage parce qu'on est sorti de la boucle. On est sorti de ce bloc et on affiche ce message. Voici un exemple d'utilisation de la boucle for. Deuxième exemple de boucle, nous avons la boucle while. Deuxième catégorie ou deuxième type de boucle, la boucle while. La boucle while continue tant qu'une condition est vraie. Elle continue d'exécuter le programme, elle continue d'exécuter un certain nombre d'instructions tant que la condition elle est vraie. Alors, quelle est la syntaxe? La syntaxe while, donc, tant que la condition est respectée, exécute ce que j'ai dans mon bloc. Faisons un exemple. Voici un petit programme qui va essayer de déverrouiller une porte avec plusieurs tentatives. Et lorsque on aura passé le nombre de tentatives définies, alors le système se bloque. Donc, j'explique mon code rapidement. À l'entrée de la boucle, nous avons deux conditions. Il faut que ces deux conditions, une des deux conditions ne soit plus vraie pour sortir. Tant que succès est faux et tentative est inférieure à 3, on rentre. Et lorsque une de ces valeurs-là va changer ou une de ces conditions va changer, on sort de la boucle while et on arrive ici. Alors, lançons notre programme pour faire un test. Je l'exécute. Donc, à la première tentative, l'opération a réussi. Alors, pour mieux montrer cet exemple, je vais utiliser le débugger. Ça va être plus simple. Je lance mon programme. Alors, je m'arrête ici. Je rentre à l'intérieur. Donc, je vérifie la valeur de tentative, ça fait 1. Donc, il m'affiche le nombre de tentatives, tentative 1. OK. Je suis à true. Il va sortir parce que la première tentative est passée. OK. Là, je viens d'avoir un exemple avec 3 tentatives. Donc, vu que ma variable succès change de valeur de façon aléatoire, c'est difficile de prédire lorsque cette variable va changer de valeur dans mon exemple. Mais j'ai réussi à avoir un exemple où j'ai plusieurs tentatives 1, 2 et 3.
Donc, les 3 ont échoué et l'instruction est sortie de la boucle et a exécuté ce if-else. Je reviendrai sur la façon dont ce if-else est écrit dans la suite de ma vidéo. La prochaine boucle que nous allons étudier, c'est la boucle do-while. La boucle do-while est similaire à la boucle précédente, à la boucle while, mais elle garantit que le code s'exécute au moins une fois. Dans l'exemple précédent ou dans la syntaxe précédente, on avait utilisé la boucle while. Donc, while vérifie une condition avant de s'exécuter. Mais dans ce cas, voici la syntaxe de cette boucle do-while. Alors, prenons un exemple. Dans cet exemple, on retrouve le même principe que lorsqu'on demande à quelqu'un de choisir entre 2 options. On insiste jusqu'à ce que la réponse soit valide. Donc, on propose toujours à la personne 2 options et la personne doit répondre. Exécutons notre programme ici. Donc, voulez-vous continuer? Je fais non. Je vois que mon programme s'est arrêté. Je le relance. Voulez-vous continuer? Je mets une autre lettre, la lettre P. Voulez-vous continuer? Je mets K. Voulez-vous continuer? Je mets J. Voulez-vous continuer? Je mets T. Je vois que j'ai toujours la question qui revient à chaque fois. Mais lorsque je vais mettre oui ou non, le programme s'arrête automatiquement. Donc, voici un exemple d'utilisation de la boucle do-while. L'avantage, c'est que l'instruction s'exécute au moins une fois avant de demander à avoir une condition pour continuer à exécuter la même instruction. La prochaine boucle sur laquelle je vais m'attarder, c'est la boucle for each. La boucle for each, elle est parfaite pour parcourir des collections. Les collections, on verra dans une autre vidéo ce que c'est, mais un exemple de collection ici, ça peut être un tableau de chaîne de caractères. Un exemple simple, un tableau de chaîne de caractères. Voyons ça dans l'exemple qui suit. Déjà, quelle est la syntaxe de la boucle for each? La boucle for each s'affiche comme ça. Donc, for each, on initialise une variable. Cette variable va représenter un élément de la collection. In collection, ça veut dire un élément de cette collection. Et exécute-moi un certain nombre d'instructions ici. Prenons un exemple plus concret. Dans mon exemple, j'ai ici un tableau qui s'appelle fruits avec S à la fin. Et dans ce tableau-là, j'ai différents fruits. Et ce tableau, on va l'appeler ici une collection. C'est une collection de chaînes de caractères qu'on stocke dans du string. String, ça veut dire chaîne de caractères. Et les 2 crochets ici disent tableau de chaîne de caractères. Donc, sur chaque colonne, on se retrouve avec un fruit. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de parcourir cette collection-là ou ce tableau-là en se positionnant à un instant donné sur un seul fruit. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? String fruit, ici, in fruit, le tableau, et on affiche le fruit sur lequel on s'est positionné. Donc, on utilise les accolades ici. L'objectif ici, c'est de pouvoir insérer directement une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères qu'on veut afficher à l'utilisateur, par exemple. On met juste le signe $, et on utilise les double quotes, on met notre texte et à l'intérieur, je mets cette variable, là j'insère cette variable. Exécutons notre programme pour voir le résultat. Je fais remonter ma console et j'exécute. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pomme, banane, orange et fraise. Donc dans ma boucle, le système parcourt chaque colonne de mon tableau et m'affiche j'aime les fruits, tant le nom de la fruit. Donc, j'aime les pommes, j'aime les bananes, j'aime les oranges et j'aime les fraises. Donc, voici résumé comment est-ce que tu peux utiliser les boucles, principalement la boucle for each, pour parcourir des collections. La troisième catégorie, ce sont les instructions de saut. On va revenir sur certains mots. Premièrement, le premier mot sur lequel nous allons revenir, c'est l'instruction break. L'instruction break permet de sortir immédiatement d'une boucle. On l'a vu plus tôt avec le switch. Reprenons un peu notre exemple précédent. Si je reprends notre exemple précédent, on a switch, la variable qui est passée pour vérifier la valeur sur laquelle on va se positionner à l'intérieur de la boucle. Et lorsque une valeur est vérifiée et qu'on exécute l'instruction dans la valeur vérifiée, on a un mot-clé break. Ce mot-clé break dit à la boucle, ah écoute, j'ai exécuté toutes les instructions que tu m'as demandé ou j'ai trouvé l'instruction, je l'ai exécutée, il faut que je parte, il faut que je sorte.
Sans ce mot-clé break, le code risque de continuer ou on risque d'avoir des erreurs de compilation. Donc break ici permet de sortir d'une boucle. Faisons un exemple plus simple. Je vais laisser celui-ci, je vais l'effacer. Je vais prendre un autre exemple avec plutôt la boucle for. J'initialise ma variable de départ à 1, donc je vais commencer à boucler à partir de 1. Et tant que cette valeur initialisée est inférieure à 10, je continue d'incrémenter. Ici, je fais de l'incrémentation. À l'intérieur, je vérifie si la valeur ou la variable que j'ai définie plus haut, est-ce qu'elle est égale à 5? Si oui, je sors automatiquement de ma structure de contrôle. On exécute, on tire, et on voit le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer de façon claire en français. Pour i égale à 1, i étant inférieur ou égal à 10, en incrémentant de 1 jusqu'à atteindre cette valeur-là, vérifie à l'intérieur si le i est égal à 5, alors sort de la boucle. Donc, lorsque i atteint 5, sort de la boucle, on aura ce résultat. Si je modifie ce 5-là en 8, par exemple, on va voir que mon résultat va totalement changer. Ici, j'ai bouclé de 1, 2, 3, 4 à 5, il est sorti. Je vais effacer ce résultat et j'exécute encore une fois mon programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, lorsque tu arrives à 8, sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 8. Il a arrêté et il est sorti du programme. Il m'a affiché juste les valeurs de 1 à 7. Donc, break permet de sortir d'une boucle. J'ai montré l'exemple avec switch, maintenant avec for. La deuxième instruction de saut qu'on va utiliser, c'est l'instruction continue. L'instruction continue saute à l'itération suivante dans une boucle. Je reprends mon exemple précédent avec le break que je transforme en continue. Ici, au lieu de sortir, il va sauter. Il saute une itération de la boucle quand i atteint 5. Donc, on aura tac, 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 virgule, point, 6, virgule 7, etc. Donc, exécutons et voyons le résultat ensemble. Quand je regarde, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas 5, mais j'ai 6. Donc, continue ici permet de sauter une itération dans la boucle for. On est en train de boucler, on arrive à 4. Je lui ai dit, écoute, si i égale à 5, au lieu de lire l'instruction de 5, ne la lis pas, saute 5 et va à 6. Donc, continue ici fonctionne un peu comme lorsqu'on est en train de lire un livre et on arrive sur une page qui ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On zappe cette page-là rapidement. Le dernier mot-clé qui nous permet de faire des sauts, c'est return. Return a l'avantage de quitter complètement une méthode en cours. Donc, lorsque on est en train de... Je peux toujours utiliser ma boucle actuelle. Lorsque je suis en train de boucler, arriver à une certaine valeur, je peux décider de forcer et sortir et retourner la valeur en cours. Donc, je vais juste modifier un peu la ligne 7. I modulo 2 égale à 0, je fais return. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Sort de la boucle lorsque i modulo 2 égale à 0. Si une des valeurs vérifie cette condition, alors on sort de la boucle. Donc, ce que je vais faire, je lance mon programme. Avant de lancer, je vide cette partie. Donc, il est sorti. À peine il est passé par la première valeur qu'il est sorti. Je vais l'initialiser à 3 par exemple. Je l'exécute. Quand il rencontre i modulo 2, il sort. On peut utiliser ce mot-clé return pour forcer aussi une boucle à s'arrêter. Là, je l'ai utilisé dans une boucle, mais on peut l'utiliser dans une méthode et renvoyer une valeur. Faisons un exemple. Donc, voici un cas typique où je l'utilise dans une méthode. La méthode pair. Pair prend en paramètre un nombre, un entier, et vérifie si le nombre là est pair. Si oui, on retourne vrai, sinon on retourne faux. À présent qu'on a fait le tour des différentes structures de contrôle, les structures conditionnelles, les boucles et les différents mots-clés qu'on peut utiliser pour sortir des boucles ou des structures de contrôle, parlons un peu des différents conseils. Quelles sont les choses à éviter? Première chose à éviter, c'est de créer des structures de contrôle avec trop de niveaux. Généralement, 2 à 3 niveaux, c'est largement suffisant. Mais lorsqu'on dépasse 3, 4, 5 niveaux, le code commence à devenir difficile à lire. Donc, préconisez les structures de contrôle courtes. Dans la vie réelle ou dans des programmes, on est souvent appelé à faire beaucoup de contrôles. Mais soit, ce qui est conseillé, c'est de faire des contrôles par étapes et éviter d'imbriquer trop de contrôles les uns dans les autres. Deuxième conseil, c'est d'utiliser les accolades pour même une seule ligne de code. Tantôt, je disais dans ma démo que je reviendrai sur une partie. Je reprends mon exemple précédent.
sur la boucle while et plus bas, j'ai utilisé la structure de contrôle ici if. Mais lorsque j'ai mis mon if, je n'ai pas forcément utilisé les accolades. Ce qui est recommandé, ce qui est conseillé, c'est pour plus de lisibilité, généralement même pour les débutants, demande de respecter la façon dont on écrit les structures de contrôle en mettant les accolades. Même si c'est pour une seule ligne, toujours mettre les accolades ouvrantes ici, ouvrantes, fermantes. Je fais monter ce code. Ensuite, pour le else, je fais pareil. Alors, la forme compacte n'est pas mauvaise en soi, mais pour plus de lisibilité et pour se retrouver plus tard, préconiser la forme classique avec l'ouverture et la fermeture des accolades. Troisième conseil, c'est d'utiliser la bonne structure. Utiliser la boucle for quand on connaît le nombre d'itérations à faire. While, lorsqu'on ne sait pas le nombre de fois qu'on va boucler sur certaines conditions ou sur un certain nombre d'instructions. Et for each pour les collections. Donc, je reprends. For, lorsqu'on connaît le nombre de fois qu'on va parcourir la boucle pour exécuter les instructions. While, lorsqu'on ne connaît pas le nombre de fois qu'on va boucler, donc on peut spécifier une condition et lorsque la condition est respectée, on sort de la boucle. Et for each pour parcourir les collections, c'est-à-dire parcourir une structure du début jusqu'à la fin sans manquer de se positionner sur un enregistrement ou sur une donnée. Quatrième point, c'est faire attention aux boucles infinies. Attention à la façon dont on définit les boucles pour ne pas rentrer dans des boucles infinies. Prenons un exemple. Cette instruction dit, tant que c'est vrai, affiche-moi, je ne m'arrêterai jamais. Je l'exécute simplement. Et on remarque que mon programme continue toujours de s'exécuter. Et il ne s'arrête pas. Donc, il faut faire extrêmement attention à la façon dont on définit nos boucles pour ne pas rentrer dans ce genre de comportement un peu bizarre, un peu louche de notre programme qui continue pas s'exécuter même lorsqu'on n'a plus besoin de lui. Donc, pour l'arrêter, je clique sur ce stop en haut. Ce qui est recommandé, c'est cette approche-là. Donc, on utilise la boucle while, on déclare une variable et on vérifie la condition. Tant que cette condition, elle est respectée, on continue. Sinon, on sort. Donc, quand on rentre dans la boucle, on nous pose la question, est-ce qu'on veut continuer? On fait oui. Sinon, on sort. J'exécute. Est-ce que je veux continuer? Je dis oui. Est-ce que je veux continuer? Je dis oui. Est-ce que je veux continuer? Je dis oui. Mais lorsque je ne veux plus continuer, je dis non. Et le programme s'arrête. Donc, bien écrire ou bien définir ces conditions nous permet de ne pas rentrer dans une boucle infinie. Félicitations, tu viens de découvrir les structures de contrôle en C#, des outils essentiels qui donnent vie à ton programme. Pour résumer, nous avons vu les conditions avec if, else, ou else, ou if, else, et switch. Ensuite, les boucles for, while, do while et for each. Et pour terminer, nous avons vu les instructions de saut qui sont le break, le continue ou le return. Break qui permet de sortir d'une boucle, continue qui permet de sauter une itération et return qui permet de s'arrêter et de sortir aussi d'une boucle avec une valeur. Le hack en programmation, c'est de toujours pratiquer. Donc, après avoir regardé cette vidéo, crée ton projet, pratique et écris un programme où tu peux afficher des nombres de 1 à 100 où tu affiches des nombres qui sont multiples de 3 ou multiples de 5 et mets-moi le lien en commentaire, mets-moi le lien de ton repo GitHub en commentaire, je pourrais regarder ton programme et te dire si c'est correct. Si tu as des difficultés, mets-moi tes difficultés en commentaire et je te répondrai. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour suivre d'autres tutoriels et à cliquer sur la cloche de notification pour rester à l'affût des nouveautés. Salut, merci d'avoir regardé, à bientôt.